Edencast.fr présente. Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Au cœur du doublage. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cédric Dumont, un comédien dont la légèreté du jeu est une composante de son grand talent. Au cœur du doublage, une série animée par Kevin avec des comédiens hors du commun. Salut Cédric. Salut Kevin. Ça va ? Bah écoute, ouais, très bien. Enchanté de t'avoir enfin de vive voix. Et enchanté également. Et ouais, non mais c'est toujours les comédiens et ils sont toujours occupés, non ? Les hommes sont toujours occupés. Les comédiens qui ont de la chance sont toujours occupés, oui. Ceux qui bossent, les autres aimeraient bien l'être. Ouais, c'est pas faux. Eh oui. C'est pas faux. Tu sais, quand on a trop de boulot, on pleurniche, j'arrête pas, je suis crevé du matin au soir, j'ai fait 5 plateaux dans la journée, je suis épuisé et tout. Et puis quand t'as plus du tout de boulot, au bout de 2-3 semaines, tu commences à flipper grave. Et puis des fois, t'as des périodes qui durent, hein, sans taf du tout. Ça t'est déjà arrivé ? Il y a longtemps, mais ça m'est arrivé à un moment. Rien n'est acquis dans ce boulot. Non, jamais. On peut dire Même ça. quand ça marche, tu peux redescendre tout en bas très vite. C'est vrai ? Ouais, c'est la vie, quoi. Je ne traîne pas vraiment avec les candidats. Ce n'est pas dans le protocole. Ouais, je comprends. Ils sont plus de 2000, c'est infaisable. Exactement. Cela dit, vous gagneriez à le connaître, celui-là. Première question. Je vous écoute. Comment est-ce que tu es devenu comédien ? Bah, en fait, on peut dire que je suis né comédien. C'est-à-dire que je viens d'une famille de comédiens. Ma mère est comédienne, mon père est comédien. C'était des comédiens de théâtre dans les années 70, Baba Cool. Et j'ai grandi dans un univers de théâtre en étant traîné partout sur les planches, sur les scènes, etc. Donc très 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 tôt, ça a fait partie de mon univers. Ma mère m'a fait faire plein de trucs, des tournages, des photos, plein de trucs très très tôt, bébé carrément. Les premiers tournages que j'ai faits. Ah ouais, carrément. J'étais carrément bébé. D'ailleurs, j'ai des souvenirs de cauchemars que j'ai fait très longtemps qui se passait dans une église en ruine. C'est revenu. J'ai même fait plein de dessins sur des églises en ruine. Et ma mère m'a montré un film que j'avais fait quand j'étais bébé, où effectivement, il m'avait filé un mec qui m'avait fait tourner dans une église en ruine, qui m'avait barbouillé de sang pour faire genre il y a un sacrifice de gosse et tout. Et moi j'étais bébé, je gueulais, machin. Mais c'est vrai qu'a priori, bon, c'est pas très grave quoi. Mais je me suis rendu compte des années plus tard. Que j'ai fait des cauchemars de folie avec ce truc, que ça m'a hanté sans même que je sache d'où ça venait, etc. Ça a dû imprimer je ne sais quoi dans ma mémoire. Je me souvenais de cette église en ruine et puis d'une sensation de peur, voilà. Bref, tout ça pour dire que en fait, comédien, je le suis devenu très vite parce que j'ai été posé sur des rails que j'ai jamais quitté. D'ailleurs, à un moment, à l'adolescence, je me suis dit mais est-ce que finalement, j'aurais pu faire autre chose ? Est-ce que j'aurais dû être autre chose ? Il y avait d'autres trucs qui me plaisaient, d'autres disciplines. Parce qu'on se dit, c'est pas parce que quelqu'un grandit dans un milieu que forcément il hérite de... Quand même, hein, ça joue. Puis surtout, j'avais envie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à 11 ans, je savais que j'allais être comédien, quoi. Ah ouais. À 11 ans, c'était déjà, je gagnais déjà de l'argent. La première fois que j'ai prêté du fric à mes parents, je devais avoir 9 ans, quoi. Donc c'est un peu spécial. C'est quoi. trop fort. Ouais, c'est marrant. Donc effectivement, voilà pourquoi je me posais cette question. Tout d'un coup, je me dis, mais finalement, est-ce que j'aurais pu être autre chose, voulu être autre chose ? Bon, j'ai aucun regret, hein. Et puis rien n'empêche d'être comédien et de faire d'autres choses d'ailleurs. Mais bon, t'as des disciplines qui exigent quand même 100%. C'est pas le cas de comédien. Comédien, tu peux le faire en dilettante. C'est pas mon cas. Moi, je suis un comédien, comme on dit, professionnel, c'est-à-dire qui gagne sa vie de ça. À plein temps. Oui, professionnel, ça veut pas dire que t'es bon. Hein. Ça veut dire que c'est ton métier et que tu gagnes ta vie avec ça. Mais quand on dit toujours, les gens disent attends, c'est un professionnel, ça veut rien dire. Il gagne sa vie avec ça, mais il y a plein de, tu peux être mauvais, tu peux être professionnel et mauvais, c'est tout à fait envisageable. Et tu peux être amateur et très très bon. Alors, vous l'avez adopté ? Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mes amis n'y croyaient pas. Ils me voyaient pas père. Pour eux, j'étais pas prêt à assumer cette charge, mais rien à battre.
Deuxième question. Comment est-ce que tu es venu au doublage, Cédric? Il s'est passé quelque chose ou? C'était à une période où en fait je tournais beaucoup, donc et je ne savais même pas que ça existait le doublage. Je m'étais jamais posé la question, enfin ça n'existait pas pour moi. Et mon père avait mis un pied, il avait commencé à faire des trucs et tout, puis il m'avait dit ah c'est intéressant, tu devrais t'en occuper. Ça. Bon, puis je tournais beaucoup, j'avais autre chose à foutre, ouais, je sais pas, je verrai. Et en fait il m'avait inscrit, bon avec mon accord, hein, il m'avait inscrit à un stage de doublage, mais il y avait 2 ans d'attente. Donc voilà, et il m'avait inscrit au truc, j'ai totalement oublié. Et puis 2 ans plus tard, j'ai reçu une petite lettre me disant ouais, stage et machin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Ça tombait bien. C'était une période où je ne jouais pas, j'avais pas de tournage, j'avais rien d'autre à foutre. Donc bah, très bien, oui, je vais le faire. J'ai fait le stage donc avec c'était Martine Cohen avec qui j'ai fait ce stage. Ça durait une semaine, je crois, ou 10 jours. C'était effectivement assez intéressant. Mais, je connaissais un tout petit peu puisque j'avais fait de la post-prod. Alors pour nos auditeurs, la post-prod, c'est quand on fait un film et qu'on tourne en son direct, bah, il peut y avoir des interférences pendant la scène qui font que la scène est bonne à l'image, mais le son marche pas. J'en sais rien, il peut y avoir un bug, un avion, un truc qui tombe, n'importe quoi qui vient. Donc dans ces cas-là, bah, il faut refaire la scène et on la refait en auditorium, en post-production, c'est-à-dire une fois que tout a été monté, etc. Il n'y a plus que ça à faire, quoi. Ça plus les génériques, les effets spéciaux, et voilà, on refait la scène. Mais la post-prod, c'est un petit peu différent du doublage parce que c'est soi-même qu'on double, et c'est pas du tout la même chose de se doubler soi-même et de doubler quelqu'un d'autre. Et donc à la fin de ce stage, de cette semaine de stage, on était une grosse quinzaine, je me souviens plus exactement combien on était, peut-être 17, un truc comme ça. Tu as 3 directeurs, directrices de plateau qui sont venus écouter la Bleusaille, dont Perrette Pradier, dont qui y avait d'autres, Jacques Edner. Elle était là, Perrette. Ouais, Perrette était venue, oui. Voilà, puis je sais plus, enfin elles étaient 3. Et en fait, bah, les 3 m'ont très vite appelé, tout de suite, après le stage. Sur leur plateau, j'ai travaillé avec des gens qui étaient comédiens et qui étaient eux-mêmes directeurs de plateau, qui m'ont trouvé bien, qui m'ont donc appelé à leur tour. Et puis ça fait boule de neige. Et du coup, on peut dire que tu y as vite pris goût. Au départ, pendant, on va dire, 2 ans, je me suis dit ouais bon c'est un à côté, voilà ça c'est sympa machin, mais c'est pas mon activité principale, mais c'est sympa. Et puis au bout de 2 ans, je me suis mis à ce qu'on appelle monter à l'image, à me débarrasser un peu en fait de tout le cadre technique, c'est-à-dire de la bande rythmo machin, pour pouvoir commencer à m'amuser vraiment, à faire ce que je veux quoi. Et en fait, quand tu te débarrasses de toutes les contraintes, ce qui vient avec l'expérience, de toutes les contraintes techniques, tu commences à trouver une liberté énorme dans ce petit cadre. Parce que le fait de ne pas être à l'image te donne aussi énormément de liberté, comme celui d'interpréter des rôles que tu n'aurais jamais pu interpréter à l'image, mais où ta voix colle parfaitement. Et ça, c'est quand même une chance incroyable. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à avoir 5 rôles, 10 rôles dans la semaine. C'est impossible en tournage ou au théâtre. C'est ce qui fait la différence quand même parfois. C'est juste impossible. Cette espèce d'instantanéité du jeu permet et puis ça va vite. C'est-à-dire au théâtre, il faut répéter pendant un mois et demi, et puis tu reviens tous les soirs jouer. J'adore jouer au théâtre, hein, c'est la base de notre métier. Mais quand tu joues depuis 5 mois la même pièce tous les soirs, tu vas à l'usine quand même. Il y a un peu un côté comme ça. Avec le doublage, t'as pas le temps de t'ennuyer de rien du tout. T'as même pas vu le film avant, tu découvres, t'es vraiment dans l'instantanéité. Et quand t'as découvert tout et reproduit toutes les scènes, bah c'est fini. Et tu n'as d'ailleurs pas vu le film dans sa totalité. Tu ne vois que les scènes que tu fais. Et même quand t'as le rôle principal, tu vois pas la totalité du film. Donc on peut dire que t'es un peu tombé amoureux du doublage finalement. Bah petit à petit, oui. Et puis à un moment, j'ai réalisé que je prenais mon pied comme un fou, que je m'amusais vraiment beaucoup, que j'avais pas la pression que j'avais à l'image,
Parce qu'effectivement, quand tu es à l'image, tu as une pression qui est quand même, selon moi, très très différente, hein, et que je la gérais beaucoup mieux. Et en plus, le côté, je m'en fous un peu du début, sans même que je le sache, mais quelque part, ça m'a servi. Parce que ça te donne une assurance que tu peux pas avoir quand c'est crucial pour toi. Qu'est-ce que tu apprécies en particulier dans le doublage? Déjà, l'écran. J'adore le cinéma. Donc déjà, rien que le fait de me retrouver avec un écran quasiment que pour moi, enfin, on n'est pas très nombreux quoi, hein, sur un plateau, sauf les journées d'ambiance où on est très nombreux et où ça sent le fauve, mais sans ça, a priori, tu as un écran gigantesque que pour toi. Sauf quand tu enregistres sur une télé. Mais. Ensuite, j'aime le côté bulle. C'est-à-dire que tu es totalement isolé du monde, au niveau sonore notamment. Tu es complètement isolé dans une espèce de petite bulle, toute petite bulle isolée de création. T'es calfeutré, quoi. Calfeutré, ouais. J'aime bien ce côté très ouaté aussi. Et cette qualité de silence que tu as dans les audis. Parce qu'effectivement, le micro choque tout. Le fait d'être anonyme aussi, ça t'intéresse pas mal, ça. Tout à fait, oui, oui. Le fait d'être anonyme m'intéresse beaucoup parce que j'ai eu la chance aussi de beaucoup tourner à une période. Et le petit peu que j'ai goûté au succès, comme on dit, bah ça m'a pas plu du tout. Mais pas du tout. J'adore pouvoir aller faire mes courses au Franprix sans qu'on me casse les couilles. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le côté, il y a des émeutes quand tu sors. Bah moi ça me plaît pas, je trouve ça agressif, je trouve ça pas sympa, les gens ont une vision très déformée de toi, ils pensent parce qu'ils t'ont vu à la télé ou sur un écran que à travers un personnage qu'ils te connaissent alors qu'ils te connaissent absolument pas. Euh, c'est très bizarre, j'aime pas ce côté public qu'il y a forcément avec l'image. Du coup, pour toi, le doublage, c'est bénef, puisque tu es dans l'ombre, finalement. C'est formidable parce qu'effectivement les gens t'entendent toute la journée, mais ils le savent pas. Et on peut dire qu'en quelque sorte, tu as fait carrière à l'insu du public. C'est ce que se plaît à dire mon père, et je crois qu'à la base, c'était du Pierre Dac, il me semble. Je suis pas sûr. Je ne sais pas. Il me semble qu'à la base, c'était du Pierre Dac. Je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une connerie, mais ça pourrait en tout cas. Alors, à ton avis, ça va donner quoi, cette relation à distance? Alors, perso, j'ai prévu de t'oublier à la seconde où t'auras franchi cette porte. Dans les rôles que tu doubles, on remarque que tu as une certaine légèreté dans ta voix, dans tes émotions. Est-ce que cette légèreté te profite dans ton métier? En fait, la plupart des gens sont très rassurés par cette légèreté. Oh là, putain, t'as vu comme il est pro? Il est pas pro, il s'en fout. mais pour beaucoup de gens, Ouais. bah, c'est rassurant. Et je les comprends en plus. Parce que c'est vrai que quand tu te mets toi-même la pression, genre, faut pas que je rate, faut pas que je rate, faut pas que je rate, ah bah, t'as beaucoup plus de chances de te vautrer que quand tu ne doutes absolument pas de toi. C'est évident. C'est comme avant de sauter un obstacle ou voilà, à partir ou quand tu montes sur une moto, si tout d'un coup tu doutes, ah bah oui, ça va être le vautrage va être plus évident quoi. Tu veux dire que le doute n'est pas permis? Je veux pas dire que j'aime pas douter parce que c'est important de douter en tant que comédien. Je veux dire que je veux pas douter de moi. Pas forcément de l'interprétation que je peux faire du personnage, parce qu'il y a 12 000 manières d'interpréter un personnage, et on peut en faire plein. Si par contre je pense que je commence à penser que peut-être je ne vais pas être capable d'interpréter un rôle, alors là vraiment ça va être un problème. Donc c'est une question que je ne me pose jamais. Donc en fin de compte, on peut dire que ton côté un peu léger, qui plaît au directeur de plateau, c'est aussi une manière de te protéger finalement. Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Fais taire tes émotions, mon frère. Abrège tout de suite tes souffrances, je t'en supplie. Parmi les nombreux acteurs que tu doubles, est-ce qu'il y en a un que tu préfères plus que les autres ou pas? Que tu aimes retrouver, on va dire. Paul Rudd, j'aime beaucoup. Paul Rudd, il fait un peu tout le temps la même chose, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son faux côté anglais. J'aime beaucoup j'aime beaucoup son jeu un peu décalé, pas tout à fait là. Je le trouve marrant. J'aime bien ce qu'il fait. Après, bon, il fait toujours la même chose, mais il le fait bien. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à doubler pour toi? La série,
Le cinéma, la télévision. Globalement, il y a vraiment des bons trucs et des mauvais trucs absolument partout. Je veux dire, il y a plein de mauvais films cinoches, hein, c'est pas parce que c'est du cinoche que c'est bon. Il y a aussi des trucs formidables à la télé. Et d'ailleurs, je trouve qu'à l'heure actuelle, ce qui se fait de plus exceptionnel n'est pas au cinéma, en dehors de quelques films dans l'année, mais dans les séries. Où là, on atteint un niveau tu prêches un de convaincu, là. qualité, un niveau de qualité, mais alors, c'est formidable. Ce que fait HBO, par exemple, c'est pas les seuls, est absolument magistral. Et ça ne pourrait pas être fait au cinéma parce qu'il faut du temps. Et il y a que la série, que le feuilleton. Ils remettent presque, ça redevient presque littéraire. Ce que c'est à la base d'ailleurs. Le feuilleton, c'est de la littérature à la base. Hein. C'était ce qui paraissait toutes les semaines, enfin même tous les jours, que les Balzac, chez Zola et compagnie, faisaient paraître dans les journaux. C'était ça les feuilletons et tout le monde attendait la suite tous les jours, toutes les semaines. On voulait la suite de l'histoire. Alexandre Dumas, tout ça, tous ces mecs-là, c'était ça. Et finalement, eh ben, on retouche à un niveau équivalent, je trouve, avec les dernières grosses claques qu'ont été notamment les productions HBO. D'ailleurs, pas toujours, parfois très friquées, mais pas toujours. Hein, ils n'ont pas toujours beaucoup de sous. Comme The Wire. Ah ouais, par exemple, mais il y en a plein. Deadwood, c'est shakespearien, c'est exceptionnel. L'écriture est monstrueuse, quoi. C'est fabuleux. Rome, c'est une des plus grandes séries que j'ai jamais vues. C'est d'une intelligence, d'une érudition. Ils arrivent à te surprendre avec l'histoire, alors que tu la connais, l'histoire. Enfin, en tout cas, pour les gens qui s'y intéressent, on la connaît, hein, l'histoire de César, d'Auguste, de Marc-Antoine, de Cléopâtre. Tout le monde connaît ça, y compris Brutus. Putain, ils arrivent à te surprendre au moment où Brutus tue César. Tu l'attends, la phrase. Tu l'attends, tout le monde la connaît, la grande phrase. Et putain, c'est génial, leur idée. Personne ne comprend ce qu'il dit. Et en fait, le seul qui comprend, c'est le spectateur. Très intelligent. Et ils en ont des trouvailles comme ça, il y en a, mais tout le temps dans Rome. C'est merveilleux le travail qu'ils ont fait. Retourne dans le rang, espèce d'ivrogne! Alors, je sais de sources sûres que l'un de tes coups de cœur, c'est Shasta. Ah, Shasta McNasty. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce coup de cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué. Marqué, je ne sais pas, mais oui, je m'en souviens bien. Et on a bien rigolé en le faisant. Série californienne de défoncer, d'obsédés du fion, série pas propre sur elle, pas bien pensante, dans laquelle ils font tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, c'est forcément des bons souvenirs. Hein. On a fait ça avec Maud de Coster, c'est bien marré. Il y avait Lionel Henry. On a bien rigolé. Au départ, c'était Comédie, le client pour ça, qui était intéressé pour diffuser Shasta McNasty. Comédie, on a fait des essais, ils nous ont pris, ils nous ont dit les mecs, vous avez carte blanche. Le truc est délirant, donc allez-y, faites un truc délirant. Ok, donc du coup, on est parti, quoi. On a fait. C'est parti bien en vrille, quoi. Oui, mais comme eux. Enfin, je veux dire, on les a suivis, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ce qu'on aurait dû gommer d'habitude si ça avait été. De toute façon, c'est pas possible. Voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc, on fait, je sais plus, on double 7 ou 8 épisodes. Et tout d'un coup, on apprend que France 2 veut le diffuser. Je fais, France 2? Pas possible, ça parle que de biture, de défonce, de pétard, de cul, c'est totalement impossible. Puis en plus, c'est trash, quoi, même à l'image, c'est trash. C'est violent. Et là, on nous dit, bah non, France 2 va le passer à 17h. Bah ouais, t'as raison, à la sortie des cours, quelle bonne idée. Putain. Et là-dessus, on a une liste monstrueuse de France 2 de trucs à pas faire, à pas dire, les mots qu'il faut pas dire, pas droit aux gros mots, faut surtout pas parler d'alcool, faut pas parler de drogue, faut pas parler de cul. Et là, je deviens dingue. C'est débile. Ils sont en train de nous castrer pour une série que de toute façon, ils pourront pas diffuser. Donc, je suis entré en rébellion. Bon, je ne fais pas ça souvent, mais là, je trouvais que justement, on était devant un truc qui était quand même assez rare. Il n'y a pas beaucoup de séries comme ça. Voilà, c'est la série Charlie, quoi. Affreux, sale et méchant. Et je me suis dit, bah non, j'ai pas envie. Donc j'ai téléphoné à France 2 et puis j'ai dit, c'est quoi ces conneries, quoi.
Alors là, je suis tombé sur des gens qui disaient, mais c'est pas moi, c'est pas moi. On m'a refilé plein de gens jusqu'au moment où je suis arrivé jusqu'à quelqu'un qui pouvait pas dire c'est pas moi. Et là, je me suis énervé, quoi. J'ai dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez passer? Elle me dit, ah, mais si, c'est pour les gamins, c'est marrant. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous racontez? La scène que je suis en train de doubler, il y a une obèse à poil sur mon guéridon, je lui ai barbouillé la chatte de Nutella et je suis en train de faire ça. De dire, qu'est-ce que vous allez diffuser ça? C'est violent. Enfin, mais de quoi on parle, quoi? Qu'est-ce que vous nous emmerdez? Et la nana a plus rien dit. On n'a plus de nouvelles. On a fini comme on avait commencé. Et ça n'a jamais été diffusé sur France 2, bien entendu. Mais la nana, quand même, a convenu qu'elle avait fait une erreur, quoi. Ce qui est assez rare. Et du coup, on a pu finir le truc comme ça devait être fait. Il faut que je vous pose une question. Et je sais qu'elle va vous sembler un peu abrupte. Allez-y. En tant que comédien, est-ce qu'on peut s'amuser de tout? Ou bien ça peut arriver qu'on refuse des rôles parce qu'ils ne correspondent pas à notre philosophie, à notre façon de voir les choses? Disons que comme c'est un milieu où tu baignes quand même dans des tas de cultures différentes, forcément, de par la nature de ton métier, je pense que tu vas être plus ouvert peut-être que d'autres gens à des comportements ou à des humours qui vont pas forcément parler à tout le monde, c'est vrai. Les sitcoms anglais, par exemple, n'ont quasiment jamais pris en France. L'humour anglais accroche pas en France. Même quand ils ont passé Absolutely Fabulous, sur Arte, ça faisait 2% de part de marché. Enfin, tu vois, puis moi, je connais plein de gens qui me disaient, mais je vois pas l'intérêt. C'est deux nanas de 50 balais qui picolent et qui tombent les bras en croix dans leur cuisine. Je vois pas l'intérêt. Bon. Voilà, après... On connaît quand même les Monty Python, mais c'est pareil, ça n'a pas cartonné quand c'est passé. Non, il y a de tout. Il y a de tout dans ce milieu. En préparant ce podcast, j'ai essayé un petit peu de lister les séries, les films dans lesquels tu étais apparu. Et je me suis découragé parce qu'il y en avait tellement. J'en suis incapable, personnellement. Je ne tiens mais aucun compte de... Non, mais j'ai essayé, tu vois, pour essayer de faire le truc bien et tout, mais comment tu fais pour jongler avec autant de productions? Enfin bon, je sais qu'ils sont pas tous en même temps, mais quand même. Ça m'arrive d'avoir plusieurs trucs dans la même journée, hein, d'avoir des fois, je me tape 200 bornes en moto dans Paris, autour de Paris, quoi. Parce que effectivement, t'as des studios éparpillés aux quatre coins de Paname, quoi. Donc ça peut arriver. Bon. C'est pas tout le temps non plus, hein, mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies des journées où tu aies 5 trucs dans la journée. Ça peut arriver. Mais sans ça, globalement, je sais pas, je me pose pas la question. Tu sais que tu fais les trucs dans le moment, dans l'instant, et dans l'instantanéité en permanence dans ce boulot. Donc, tu règles les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. Voilà. Et tu interprètes tes rôles au fur et à mesure qu'ils arrivent. Des voix de rêve au cœur du doublage. Edencast.fr. Eh Cédric, et si on parlait un peu de Princesse Mononoke? Parce que c'est une production à laquelle tu as participé et que tu as beaucoup aimé. Alors Mononoke, c'est un de mes Ghibli préférés, pour pas dire mon Ghibli préféré, mais bon, beaucoup de Ghibli que j'aime. Il y a un souffle épique qu'on a finalement assez rarement. C'est très fin, c'est très intelligent et c'est pas manichéen. Il n'y a pas de méchants dans Princesse Mononoke. Il y a des gens qui ont des intérêts contraires, mais qui ne sont en aucun cas étiquetés. C'est de l'anti-Disney en ce sens, c'est-à-dire que ça ne désigne pas l'axe du bien et du mal. Je trouve c'est très amoureux de la nature au sens mais pas dans l'écologie à la petite semaine, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il y a un réel amour pour la Terre, pour cette planète, pas seulement pour la nature japonaise, parce que dans Mononoke, on voit beaucoup la nature japonaise, mais ça dépasse ce cadre-là, c'est vraiment beaucoup plus général, hein, un amour de la vie. Je trouve que c'est d'une grande tendresse, qu'il y a un amour pour les personnages merveilleux, et en même temps, il leur fait subir beaucoup de choses à ces personnages, beaucoup de choses.
On voit que c'est dur, ils encaissent, et puis ils grandissent, ils évoluent, ou au contraire, ils sont brisés. Je trouve ça magnifique. Voilà. Ce que je viens de dire est particulièrement valable pour Princesse Mononoke, puisque cette espèce de souffle énorme que tu as, je l'ai pas retrouvé dans beaucoup de, même chez Ghibli, je l'ai pas souvent retrouvé celui-là. C'est magnifique. Ça m'a rappelé toute proportion, enfin c'est pas la même chose, mais ça m'a rappelé. J'étais un grand fan de Prince Vaillant quand j'étais petit. Je sais pas si tu connais, de la très vieille. C'était même pas de la bande dessinée, c'est de l'histoire dessinée. Non, je connais pas. Il y a pas de bulle, tout ça. Ça date. Ça commence dans les années 29-30 et puis il a fini dans les années 70. Donc c'est vraiment, ça s'étale sur 40 ans de boulot, quoi. Et c'est Harold Foster qui fait ça. C'est un dessinateur formidable. Et c'est pareil, je trouve que on peut dire ce qu'on veut de Prince Vaillant. Bon, moi, quand je disais ça, j'avais 7-8 ans. Hein, mais je les lis toujours, j'adore. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, cette espèce de dimension épique. Heureusement, Mononoke est beaucoup plus intelligent que Prince Vaillant, mais tu retrouves ce caractère. Tu retrouves quand même voilà, ils ont quand même pas mal de points communs finalement. Il y en a, mais il est infiniment plus humain, le prince Ashitaka que Prince Vaillant, qui est avec le regard d'un adulte. Je me rends compte de beaucoup de choses que je voyais pas quand j'étais enfant, comme que tout le côté militariste, machin et tout. Je n'avais pas du tout vu ça quand j'étais gosse. Moi, j'étais juste dans les jours du roi Arthur, quoi. Ah oui, mais il y a pas que ça. Après, quand tu décodes et que t'es plus grand, tu fais ah oui, quand même. C'est comme Tintin. J'adore Tintin, hein, mais bon, il y a des trucs dedans. Tu fais ah oui, quand même. Bon, ça ne retient rien. Hein, j'aime quand même, mais voilà, dans Mononoke, j'aime tout, sans réserve, avec des yeux d'enfant comme avec des yeux d'adulte. Et je suis ravi d'avoir eu la chance de pouvoir montrer ça à mes gamins. Pas mal ta nouvelle coupe de cheveux. J'aime bien. Ça fait 15 ans. Damon. Oh, alléluia. Je haïssais les années 90. Et ton horrible look grunge, c'était une horreur. Un bon conseil, Stephen, ne jamais succomber aux tendances. Pourquoi t'es revenu ici? Cédric, je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur une série à laquelle tu participes en ce moment, qui s'appelle Vampire Diaries. Yes, my dear. Dans cette série, tu prêtes ta voix à l'acteur Jan Somerhalder. Oui, il a un nom à coucher dehors. Il y a l'association Somerhalder, machin. Et puis, il a monté tout un truc. Ah ouais. Ah oui, ouais. Il est marrant. Et donc, tu doubles le personnage de Damon. Tout à fait. Salvatore. Ignoble Damon, ouais. Salvatore. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que tu es venu à doubler ce personnage. Oh bah, très simplement, Laura m'a appelé sur les essais et j'ai été pris. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Ah oui. Oui, elle m'a appelé pour des essais sur un truc de vampire. J'ai dit très bien. J'ai vu le personnage et fait waouh, énorme. Et voilà, je fais ce qui me paraissait coller à l'image. C'est énorme hein, ce qu'il fait. J'ai rarement vu quelqu'un cabotiner, marquer les effets à ce point-là. C'est incroyable. Mais ça passe super bien. C'est-à-dire, il a un truc à lui. Il marque tout. Chaque paf, 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 tout est stabilo bossé, tout est. Tu peux pas rater quoi, ce qu'il veut transmettre, c'est clairement marqué. Mais il le fait très bien, donc j'ai essayé de faire pareil. Voilà. Je suis une survivante. T'es une menteuse. T'as les cheveux en bataille, tes ongles sont abîmés. T'es un pauvre être humain triste et tu veux que je te transforme. Alors tiens. Vas-y, bois, fais-toi plaisir. Je te tue, tu mords le facteur et tu redeviens vampire. On dirait vraiment que tu lui colles à la peau. Alors je sais pas si c'est juste parce que c'est un jeu de... Tu le joues et voilà, mais... Est-ce que je m'amuse, il y a une partie de moi qui ressemble à ça, sans doute. Voilà, est-ce que tu te reconnais pas, tu te reconnais un peu en lui ou pas? Bien sûr, pour le côté grande gueule, branleur, qui se la pète, gna gna gna. Bien sûr, oui, évidemment que je reconnais, j'ai plein de défauts en commun avec ce personnage. Mais non, je ne suis pas Damon. Je suis Dumont. Bien trouvé. Oui, c'est ce que dit Laura. Elle a dit, oh bon, pour cette série, j'ai distribué à la phonétique. Damon, j'ai pris Dumont. Stéphane, j'ai pris Stéphane. Ouais. Elle dit ça, c'est rigolo. Tu l'as dit, Caroline Lalo, ça va pas trop avec... Non, la Caroline, c'est pas la même. Non, là, pour le coup, c'est Philly qui fait... Caroline, ouais. Qui est formidable, d'ailleurs. J'adore ce qu'elle fait.
qu'est-ce que tu aimes dans le personnage de Damon? Eh bien, ce que j'aime dans le personnage de Damon, c'est que c'est un enfoiré fini, mais qu'en même temps, on peut pas s'empêcher de le trouver craquant et marrant et touchant, parce qu'il en fait tellement des caisses que oui, tu te doutes que c'est une armure, un blindage pour se protéger, et puis malgré toutes les saloperies qu'il peut faire, et Dieu sait qu'il en fait, il culpabilise toujours. Ça, c'est très drôle. J'adore la culpabilisation. C'est très marrant comme principe. Et du coup, il est très humain. Parce que oui, ça nous arrive à tous de faire du mal. Oui, pas de faire les horreurs qu'il fait, hein, mais de manière symbolique, ça nous arrive à tous de faire du mal aux gens qu'on aime, sans forcément le vouloir, sans forcément, et puis de s'en repentir amèrement après. Je connais peu de gens à qui c'est jamais arrivé. Voilà, il est très humain. Quelle est la relation que tu as avec les autres comédiens qui contribuent à la série? Et je pense notamment à Stéphane Pouplard, qui est qui est presque ton jumeau dans la série, qui double le personnage de Stéphane Salvatore et ton frère. Eh ben, on s'entend très bien. Globalement, d'ailleurs, on s'entend très bien. Tous les gens tous les gens qu'on défilé, il y en a eu beaucoup sur Vampire. Sont tous des gens avec qui je m'entends très très bien, hein, que ce soit Fabrice Josso, Alexis Victor, et il y en a eu un paquet. Parce qu'on a eu beaucoup de guests, de saisons, de personnages, donc on a eu pléthore de camarades qui nous ont rejoints pour certains pour un épisode, d'autres pour 3, 4, d'autres pour toute une saison. Voilà, le noyau dur de permanent, comme on dit. Stéphane Pouplard, Caroline, Philly, voilà, on s'entend tous très bien, on se marre bien, on se fend la gueule, et puis c'est que des gens qui pigent vite, qui sont très exigeants, qui sont très efficaces, et c'est un vrai plaisir, voilà. Et est-ce que tu t'as découvert de nouveaux comédiens, ou que est-ce que tu t'es rapproché de certains d'entre eux que tu connaissais pas? Bien sûr, évidemment. Caroline, on s'était croisés, mais je la connaissais pas très bien. Donc là, oui, ça fait des années qu'on travaille sur ce truc-là. Bien sûr. Quand on parle de Caroline, on parle de la personne qui doublait Lena, bien sûr. Tout à fait. Oui, Caroline Lalo. Tout va bien? Oui, j'ai juste un drôle de pressentiment, comme si quelque chose d'horrible allait se produire. Non, ça va arriver, malheureusement. Oui, c'est quelqu'un que je connaissais pas très très bien à la base. J'avais vu qu'elle était bien, je l'avais vu travailler une fois ou deux. Enfin, on s'était croisés, quoi, mais on se connaissait pas. Donc, bien sûr que j'ai rencontré des gens. Stéphane, je le connaissais pas très bien. Pareil, je l'avais croisé, mais là, on se connaissait pas. On a appris à se connaître à travers cette série, en faisant cette série, et je crois, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup apprécié de travailler avec eux. Tous. Et bravo à Laura pour avoir réuni cette équipe, autant de gens, ouais. Cette Dream Team. C'est ce que je lui ai dit l'autre jour, qu'elle avait fait un super boulot. Ah ouais, franchement. Non, mais c'est un bonheur de travailler avec Laura. C'est vraiment très agréable, parce qu'en même temps, elle est exigeante sur ce qu'elle veut, mais en même temps, elle te met super à l'aise. Elle est, c'est travailler dans le plaisir, quoi. Change-moi comme un poney. J'arrive pas à régler. J'ai dû m'asseoir sur la zapette. Ça marche pas. Tu vas te coucher, fiston? Oui, je me couche tout de suite. Non, je crois qu'il est en train de regarder une chaîne interdite. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? T'est-il déjà arrivé de doubler dans d'autres pays ou dans d'autres contextes? Et si oui, peux-tu nous raconter un peu comment tu as vécu ça? Oui, alors que ce soit un petit peu loin, dans des pays comme Belgique, Luxembourg, Suisse, ou même des studios ici, avec des gens qui travaillent un peu autrement. Bien sûr, ça m'est arrivé, et globalement, alors ça peut rendre au finish des choses que le public va trouver pas forcément carrées. Parce qu'il est habitué à des choses boum, bien carrées, des conventions. En plus, il est habitué aux séries américaines qui sont boum, bien convenues aussi. Et donc, quand ça arrive, tu peux te retrouver avec des gens
des comédiens qui sont, moi ça m'arrivait d'enregistrer avec des comédiens qui étaient pas forcément des professionnels, qui étaient des amateurs, qui étaient fragiles, pas sur deux, etc. Et je déteste pas être avec des gens comme ça, surtout s'ils ont envie de bosser. Hein. Je parle pas de gens qui sont pétrifiés devant un micro ou sur une scène. Je parle de gens qui aiment ça, mais qui n'ont pas forcément l'expérience d'un vieux briscard. Voilà. Et ben ils vont proposer des choses parfois formidables qu'un vieux briscard justement sera incapable, justement à cause de toute son expérience Parce qu'il est balancer. il est trop préformaté. Oui, tout à fait. Enfin, c'est même pas une question de formatage, c'est comment dire? C'est une question d'expérience. C'est-à-dire que tu acquiers dans quoi que tu fasses, tu acquiers de l'expérience et des méthodes pour faire les choses. J'en sais rien. La première fois que tu plantes un clou, tu vas t'exploser le doigt, tu vas planter le clou de traviole, tu vas t'y reprendre à 10 fois. Puis au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'en tenant le marteau de telle façon, le clou il rentre bien. Bah, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus tu pratiques quelque chose, et plus tu es bon, normalement. Ou alors, c'est vraiment qu'il faut faire autre chose. Mais a priori, plus tu pratiques, plus tu es bon. Donc, il y a quelque chose d'un peu dégueulasse, hein, c'est le côté on prête qu'aux riches. Donc, ceux qui travaillent le plus vont a priori être de mieux en mieux, logiquement. En théorie, en tout cas. Logiquement. Voilà, donc pour les gens qui commencent, ils n'ont pas encore forcément de méthode. Et ce qui est intéressant quand tu n'as pas de méthode, c'est que tu as des choses qui sortent de toi, qui t'échappent totalement. Et qui peuvent parfois produire des merveilles. Voilà. C'est toute la différence entre le professionnalisme et l'amatorat. Ce qui ne veut pas dire que le professionnalisme ne peut pas faire des merveilles, hein, mais je voulais défendre un petit peu, parce que tu as beaucoup de comédiens qui n'aiment pas du tout ça, hein, les amateurs, machin, comédiens pro, je parle. Ouais. C'est pas mon cas. Moi, j'aime bien travailler avec des gens fragiles et qui font pas forcément les choses pour l'argent. Alors Cédric, tout à l'heure tu nous as parlé de quelques-uns de tes beaux souvenirs dans ton travail, et donc est-ce que tu peux me citer ton pire souvenir? Est-ce que tu as quelque chose vraiment qui t'a marqué de désagréable? J'en ai un que j'ai vraiment, un souvenir que j'aime vraiment pas. C'est pas tout à fait dans le milieu du doublage. Enfin, en même temps, si, mais bon, je la fais courte. Il y a quelques années, enfin de nombreuses années d'ailleurs, je passe un casting, je ne sais plus pourquoi, un truc français pour la télé. Bon, je suis pas pris, on me rappelle pas, bon, très bien. J'oublie totalement. Et un an plus tard, on m'appelle pour un truc un peu particulier, un doublage à faire, mais sur un film français. Ouais, bon, d'accord. Rien. Ouais. Et le comédien n'est pas français. Si, mais il faut le refaire. Bah, il peut pas se faire lui-même. Bah non, on peut pas. Alors bon, bah, d'accord, moi s'il signe une décharge, oui, très bien, je le fais, je m'en fous. Et puis là, donc j'y vais. Et je vois le metteur en scène que je reconnais, mais qui lui ne me reconnaît pas, qui était le mec avec qui j'avais passé les essais. Un an avant. Les essais pour le film, hein, pour tourner. Et là ça fait tilt. Ah bah tout de suite, oui, je l'ai vu, j'ai fait « Oh putain !» C'est le truc pour lequel j'avais passé les essais. Et le mec, c'était le rôle pour lequel le comédien que je devais doubler, c'était le rôle pour lequel j'avais passé l'essai, quoi. Exactement ça. Je me dis putain, waouh, c'est too much là. Et alors le plus fort, c'est que le comédien en question, eh ben il était là. Il était dans un coin. Il était assis, il regardait ses pompes. Il avait l'air super mal. Moi aussi, j'étais pas très bien. Et le metteur en scène a commencé. Donc on a fait les scènes. Bon, effectivement, il était vraiment très mauvais. Donc je le refais. Mais c'était très très désagréable quoi avec le mec qui était là. Je le refais, puis effectivement, bon, ça passe mieux quoi. Et là-dessus, le metteur en scène se met à dire, tu vois, voilà, c'est comme ça, machin, et se met à l'humilier publiquement d'une manière vraiment ignoble quoi. Et là, j'ai dit stop. Là, c'est très pénible comme situation, et je sais pas quel genre de malade vous êtes pour organiser ça, mais c'est pas bien, quoi. De toute façon, je vous rappelle que c'est vous qui l'avez choisi, parce que figurez-vous que moi, je l'avais passé le casting, et vous m'avez pas pris. Finalement, c'est pour me rappeler un an plus tard,
pour doubler le mec que vous avez pris et avec lequel vous vous êtes planté. Il y a un responsable sur un film, il y a un capitaine, c'est vous. Et blanc. Donc s'il est mauvais, c'est votre faute, pas la sienne. Surtout que le mec, à la base, il n'est pas comédien. Donc vous avez pris quelqu'un qui n'était pas un comédien. Et là, aujourd'hui, je vous vois l'écrabouiller comme une merde. Mais c'est insupportable, quoi. Donc, lui, il sort. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, hein, mais j'ai dit, je préfère que tu sois pas là, et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et 2, je veux plus rien entendre. On enchaîne les trucs, on fait le machin, je signe, je me casse, et on se reverra pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas? Enfin, tes hobbies, quoi. Alors, quand je ne bosse pas, je passe le plus de temps possible avec mes enfants et ma femme, hein, que je ne vois pas tant que ça. Finalement, hein, le boulot nous prend quand même beaucoup de temps. Et ma femme travaille beaucoup aussi. Donc c'est vrai que depuis que j'ai des enfants, je fais pas grand-chose d'autre que de m'occuper de ma famille. De temps en temps, je vois les potes. La nuit, je suis beaucoup sur mon ordi, notamment à bouffer du code sous Linux, car je suis un fan de Linux. Quoi d'autre? J'écris. Je suis un auteur dilettante. J'écris pour mon plaisir, mais parfois ça se fait. J'ai notamment coécrit avec mon père, ce qui est très chouette. J'aime beaucoup écrire avec mon père. On écrit des pièces de théâtre, et un certain nombre se sont jouées. Il y en a eu une en 2014 d'ailleurs. Il y en a eu une cette année, l'année dernière au Café de la Gare, qui était la Nuit des Piranhas, montée par un copain d'ailleurs, Hubert Drac, et produit. Il y en a eu, on a joué au Bouffe Parisien, on a eu un spectacle qui s'appelait Les Oies du Capital au Bouffe Parisien. On a eu un autre spectacle qui s'est joué au Maturin qui s'appelait Prime Time et qui parlait de la télé. Les Oies du Capital parlaient de l'effet des séries sur les classes populaires, dirons-nous. Enfin, version Dumont, hein, bien allumée. Et puis, on a écrit un truc sur Offenbach, un délire personnel dont on était assez content et puis qui a très très bien marché à Lyon, au Théâtre Tête d'Or, qui s'appelait Que Viva Offenbach. Voilà pour les hobbies. L'essentiel, quoi. Voilà, je bois du vin rouge. Et précision très importante. Hommage à Poivet. Ouais, c'est ça, Patrick. Patrick, si tu nous entends, respect. Ouais, Patrick Poivet. C'est là qui double notamment Bruce Willis, pour ceux qui connaissent notamment. pas. Ah ouais, oui, notamment. Il est énorme, c'est une légende du métier. Et oui, on l'entendra peut-être. Cédric, je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Écoute, ce fut avec plaisir. Voilà, la conversation fut très agréable. Ah, franchement, c'était sympa. Je te remercie. Tant mieux. Et puis, je te souhaite pas mal de boulot. Écoute, ça devrait, plein de jolis rôles. C'est tout ce qu'on peut souhaiter un comédien. Il n'y a pas mieux pour un comédien. Plein de jolis rôles. Plein de jolis rôles c'est le paradis. Et du succès, quoi. Voilà. La synchro, c'est... Ah, tiens, tu voulais une anecdote tout à l'heure. J'en ai une. On va conclure là-dessus. C'est magnifique. On va conclure sur ça, vas-y. Tu vois qui c'est Yves Barsac. Ça te dit quelque chose? Non. Ah, c'est un grand monsieur du doublage, qui aujourd'hui est à la retraite. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et peut-être que je connais sa voix, par contre. Ah oui, c'est monstrueux, super. Et c'est un mec d'une intelligence redoutable, très très drôle, très fin. Et au tout début où je faisais du doublage, donc j'arrive en hiver au fin fond du 9-3, là, des plateaux de Deuil-la-Barre. Comment peut-on faire des plateaux à Deuil-la-Barre? J'arrive là-bas et il faisait nuit. Donc je rentre sur le plateau, il y avait 2 filles qui papotaient et puis Barsac qui était au fond, assis dans un coin. Et les 2 filles étaient là, oui, oh là là, t'as vu, il fait nuit, on rentre, on s'enferme dans le studio, on passe toute la journée dans le studio, on ressort, il fera déjà nuit, le soleil sera déjà tombé. Vraiment, dans ce métier, on voit jamais le jour. Et là-dessus, il y a Barsac qui dit au fond, oui, c'est vraiment l'ombre de ce métier. Et j'ai trouvé ça excellent. C'était fin quand même. Ah, c'est excellent. C'est vraiment, mais j'ai trouvé ça d'une grande finesse.